Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est dessinateur, sculpteur, photographe, acteur, performeur, musicien, chanteur et danseur. Un artiste total dont la pratique première reste le dessin, la discipline qu'il enseigne, celle dans laquelle il s'est lancé très jeune, celle dans laquelle il s'est jeté à corps perdu. Et ceci n'est pas une formule car sa peau est pour lui une feuille de papier, manière de révéler que le dessin n'a plus rien du passe-temps des peintres ou des enfants, de l'antichambre des chefs-d'œuvre, mais tout d'un art à part entière. Et même d'un art de vivre. La preuve en est dans 3 expositions qui consacrent le dessin et ses dessins à lui. Bonjour Jean-Luc Vernat. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Jean-Luc Vernat, je vais donner le nom de ces 3 expositions, on va y revenir. On s'est dit juste avant que ça allait être un peu long de décliner toute c'est trop. Toute actualité. On va commencer du coup par une question très large. J'ai dit que le dessin était pour vous un art de vivre. Est-ce que c'est trop de dire ça ? Disons que c'est ce que je fais avec le plus de régularité, donc ça rythme, oui, ma vie. Et puis c'est par là que j'ai commencé à développer les autres formes artistiques que je visite. Donc oui, on peut parler de tronc ou de... J'ai lu colonne vertébrale, par exemple. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est ce qui vous permet de tenir debout, en fait. D'essayer. Alors les 3 expositions où l'on peut voir vos dessins, c'est d'abord à la foire d'art contemporain, Drawing Now Art Fair. C'est une foire qui est uniquement consacrée au dessin. C'est au Carreau du Temple, dans le 3e arrondissement à Paris. C'est d'aujourd'hui jusqu'au 24 mars. Il y a aussi au Macval, l'exposition Porter notre part de la nuit. C'est jusqu'au 22 septembre. Et enfin au Centre Pompidou-Metz, dans Lacan, l'exposition Quand l'art rencontre la psychanalyse. C'est jusqu'au 27 mai. Qu'ont en commun pour vous ces 3 expositions ? Rien. C'est ce qui fait tout le sel de ce parcours. C'est que on ne m'invite pas dans des expos de niche où je me retrouve toujours dans les mêmes situations avec les mêmes personnes. Et mon travail, heureusement, couvre plusieurs champs politiques, sémantiques, etc. Et je suis invité dans des choses, oui, Lacan, voilà. Les seules choses que je refuse, c'est les expos de niche comme les expos queer, par exemple. Ça m'emmerde. Pourquoi ? Parce que je préfère les expos où on est toutes et tous ensemble, les hétéros, les homos, les trans, les noirs. Vous voulez pas d'étiquette qui sera filée ? Oh non, ça suffit. Non. Alors, ça me fatigue. Voilà, ma communauté, c'est la communauté des humains. C'est déjà c'est déjà assez, c'est dur à supporter déjà, quand même, voilà. Donc voilà. Après, je soutiens beaucoup de causes et beaucoup de combats, mais je veux pas, pas de niche, pas de drapeau, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je soutiens les gens, mais je ne suis pas que quelque chose. Je ne suis pas que un garçon. Je ne suis pas que homosexuel. Je ne suis pas que tatoué. Je ne suis pas que blanc. Voilà, je ne suis pas que des choses d'ailleurs que je n'ai pas choisies. Donc, faut pas déconner dans la réduction. Donc c'est pour ça que en fait, je vous présente au début en déclinant quand même tout ce que vous faites, dessinateur, sculpteur, photographe, etc. On va y revenir. Je reviens au dessin, mais ce serait presque trop réducteur en fait à chaque fois d'essayer de vous dire vous créez parce que dans ce champ-là, parce qu'il y a ça pour vous, enfin de vous enfermer dans une étiquette ou dans une discipline. Oui, je crée. Je me crée. Je crée chaque jour comme je peux, comme tout le monde d'ailleurs. Alors pas de la même manière quand même. Pas de la même manière, pas avec les mêmes artifices, pas avec le même désespoir quelquefois. Mais oui, je crée parce que c'est mon mode d'existence. C'est comme ça que j'ai l'impression de ne pas voler l'oxygène que je respire et de trouver un écho au milieu d'une société, une fois de plus, très plurielle. Et de pouvoir m'adresser à des gens qui, a priori, sont tellement différents de moi et finalement pas tant. Donc c'est ça qui me met au milieu de ma vie. C'est ce mode d'action et ces modes d'action artistiques. D'où le refus d'être sectaire ou dans le sectarisme. Oui. Et le fait aussi de vouloir
vous adresser à tous. Est-ce que ça, c'est possible de s'adresser à tous? Vous avez dit, ça m'a interpellé, que tout le monde était créatif. Oui. Mais de quelle manière? Tout le monde est créatif, les enfants sont créatifs. Après la vie vous apprend malheureusement à avoir des priorités. Et puis quelquefois, on est dans un milieu qui, comme ça a été mon cas pendant l'enfance, qui vous interdit de vous exprimer ou d'exprimer quoi que ce soit d'autre que ce qu'on doit faire. Et on vous dit quoi faire et quoi ne pas faire. Et la pression est telle que quelquefois les gens oublient et s'éloignent de leurs instincts créatifs. Voilà. C'est vous qui avez fait ça? Bon, ben apportez ça ici. Ce que je tiens, par-dessus tout, c'est à ce que vous respectiez, ce que vous souligniez et que vous exagériez même le caractère du modèle. À mon avis, la première des manifestations que vous devez faire, même s'il y a des fautes de dessin, même si c'est mal fichu, mais qui est surtout le caractère du modèle. Que ça soit jamais, que vous ne substituiez jamais au modèle une autre figure qui vous plaît peut-être mieux ou qui est simplement un signe chez vous de faiblesse parce que vous ne voyez pas assez clair, avec assez de perspicacité le modèle, mais je tiens absolument à ce que le caractère du modèle soit respecté. Sans ça, vous comprenez bien que vous tomberez devant la nature dans un système pictural et vous ferez toujours la même bonne femme ou le même arbre ou le même nuage, quel que soit l'arbre, le nuage ou la femme que vous aurez sous les yeux. À ce moment-là, vous réduisez votre champ d'observation d'une façon considérable et vous ne pouvez plus vous renouveler. C'est une archive d'un cours de dessin à l'école des Beaux-Arts. C'était en 1949. On entend la voix de Jean Soubervie, qui était un peintre et décorateur de théâtre. Vous enseignez aussi, Jean-Luc Vernat. Aux Beaux-Arts de Cergy, oui. Comment ça se passe? Vous vous y reconnaissez là dans cet enseignement du dessin? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez appris? Est-ce que c'est comme ça que vous le transmettez? Je l'ai appris d'une façon plus souple, mais les bases sont les bases. C'est-à-dire que, oui, respecter le caractère du dessin, oui, mais en y faisant infuser d'autres choses. Il s'agit pas de bien, voilà, il s'agit pas de bien dessiner. Bien dessiner, ça ne correspond à rien. Il s'agit de dessiner et de voir ce qu'on a fait et d'y trouver des choses et de pouvoir s'améliorer dans le cadre d'un cours. Mais moi, je suis ouvert à toutes sortes d'écritures. L'académisme, j'adore l'académisme, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme une frontière au-dessus de laquelle on peut sauter, revenir. On peut transgresser. Mais évidemment, les lois, pour bien les transgresser, il faut les connaître. Comment vous avez appris le dessin, vous, Jean-Luc Vernat? Alors, en autodidacte d'abord. J'étais dans une famille très compliquée. Donc, le dessin a été pour moi une façon de m'enfermer dans une bulle. Voilà, j'avais une feuille, un crayon, et puis j'entendais pas la guerre bactériologique et nucléaire qui sévissait autour de moi. Et puis voilà, j'entendais pas non plus le jugement des adultes par rapport à l'enfant que j'étais, qui était vraiment très malaisant pour eux et déplacé. Et après, j'ai volé un livre qui s'appelait L'anatomie artistique de l'homme par Génio Barksay, et je l'ai copié, je l'ai recopié, un livre d'anatomie artistique donc. Et puis après, j'ai une de mes professeurs de lycée, Madame Sidé, qui me l'a reprêté. Je ne lui ai jamais rendu. C'est là que le vol a eu lieu? Non, c'est le deuxième vol. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et voilà, mais elle me l'a laissé, Madame Sidé, merveilleuse dans mon parcours. Et après, je copiais les X-Men aussi, j'adorais les super-héros, dont je volais aussi les choses, parce que moi j'étais très pauvre. Voilà. Et puis après, je suis rentré dans une école de prépa qui s'appelle la Villa Thiol, qui est toujours une très bonne école de prépa, à Nice, qui est une école municipale. Et une de ces fameuses écoles municipales qui sont très menacées. Ah bah vous voulez en parler? On en parlera. Et je suis tombé sur un professeur absolument magnifique qui s'appelait Patrice Giuge, qui avait un savoir académique immense et qui m'a dit que plus les valises du savoir étaient pleines, plus il fallait savoir les poser pour s'envoler. Donc c'est ce que vous dites tout était dit.
C'est ce que vous dites sur l'importance de connaître les lois pour pouvoir les transgresser. Il faut oublier, c'est comme la bonne éducation. Si on a une bonne éducation et qu'on se tient aux étiquettes les plus strictes et les plus rigides, on devient une sorte de pomme de terre compassée comme Madame de Rothschild, que j'adore, hein, parce qu'elle est très drôle. Quelque chose d'attachant. Oui, voilà, c'est Tata Rothschild. Voilà, mais quand on l'oublie, les restes font que vous avez une certaine allure ou une personnalité. Et qu'est-ce qui a fait, parce qu'on l'entend, le dessin, pour vous, Jean-Luc Vernat, ça a été à un moment donné une manière de vous sauver, de vous échapper, en fait, de créer autre chose, de vous couper du monde dans lequel vous étiez. Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué, que vous y avez trouvé plus qu'une bulle, mais vraiment, en fait, un lieu de vie? En fait, c'est la pauvreté qui m'a remis dans le droit chemin, parce que j'ai eu mon diplôme à la Villa Arson en 91, au siècle dernier, en peinture. Mais ça va, c'était il y a 33 ans. Ça va. Oui. Et je me prenais pour un peintre. Et en fait, quand je suis parti, j'avais 500 francs en poche. Et le RMI qui tombait pas régulièrement, et je me suis retrouvé avec une valise, c'est-à-dire pas de lieu, pas de matos, pas de trucs. Et donc j'ai commencé à prendre mes papiers dans les poubelles et à avoir quelques crayons, voilà. Et puis voilà. Par moyens, en fait, par manque de moyens, la pauvreté. Vous êtes la vraie pauvreté, hein. Rabattu sur le dessin. Ah oui, pas une pauvreté de storytelling, genre j'étais pauvre, j'étais très pauvre. Non, j'étais super pauvre. Voilà. Et vous ne vous êtes pas remis à la peinture une fois que ça a marché sur le dessin. Non. Le dessin, ça n'a jamais été quelque chose, comme je le disais, une antichambre, de l'ordre de la préparation. Non, jamais. Non. C'est par défaut, mais c'est pas là vous vous épanouissez pas par défaut. Non, et puis il y a aussi une sorte de plaisir suicidaire dans les années 90 à ne faire que quelque chose qui n'a pas de marché. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de foire du dessin, il n'y avait pas de marché du dessin. J'ai été pris par une galerie qui débutait à l'époque et qui a misé sur moi à ma grande surprise, avec qui j'ai travaillé pas mal d'années. Et donc, voilà, c'est comme... J'avais trouvé mon tempo, j'avais trouvé Et puis j'ai aussi un rapport très intime à l'œuvre d'art. Et les dessins, c'est souvent petit, c'est souvent quelque chose qu'on regarde seul, parce que c'est petit, comme on regarde un miroir pour se maquiller. Et donc il y a une sorte de dialogue. Et d'intimité, presque. Et d'intimité. Et j'aime cette intimité. Voilà. Et la façon de me sauver du monde, c'est toujours le cas, puisque moi, je suis extrêmement retiré des mondanités ou quoi que ce soit. Je suis toujours soit chez moi à travailler avec mon mari qui travaille avec moi, qui est mon directeur de projet, Jules Guyot, ou alors je suis en répétition, ou alors je suis en tournée, ou alors je suis en accrochage. Ou à l'école en train d'enseigner. Oui, c'est bien de le rappeler. Oui. Ben oui, je le rappelle. Est-ce que vous pourriez dire, Jean-Luc Vernat, que quand vous avez commencé, vous l'avez dit, qu'il n'y avait pas de marché du dessin, maintenant il y en a un. Oui. Il y a plein, vous avez une actu folle. Oui. Il y a plein d'expositions qui intègrent du dessin. Maintenant, il y a une foire uniquement consacrée au dessin. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez accompagné en fait cette explosion du dessin comme art à part entière? Je l'ai accompagné du point de vue temporel, puisque j'étais là depuis ce Ou début-là. Même participé. Voilà, et j'y ai participé. Et puis je vois aussi les pourquoi, les comment, les turnovers, les phénomènes de mode, et puis pourquoi les gens se mettent au dessin d'une façon, plus ou moins avec des plans de carrière, d'une façon plus ou moins mercantile, parce que c'est bien de faire des petites pièces pour accrocher le marché, pour après fourguer les grosses. Pas de problème, c'est bien d'avoir un plan. Moi, j'ai jamais eu de plan, mais l'époque aussi pousse les jeunes artistes à avoir des plans de carrière, donc je leur jette pas la pierre. Et puis c'est bien aussi d'avoir cette grande perspective pour pouvoir aussi, hors de mon goût, qui est mon goût à moi et qui n'engage que moi, d'arriver à traquer aussi les choses que j'arrive à voir comme du bidon. Aussi, il y a du dessin et puis il y a de l'esbrouf. Il y a de l'esbrouf, il y a il y a de la... c'est devenu un marché maintenant, donc... Ouais. Mais c'est drôle. Moi, de toute façon, réellement, la merde m'amuse. Ah donc l'esbrouf vous plaît alors? Non, mais ça m'amuse.
Donc ce côté marché de l'art, ça vous repousse pas du tout, bien au contraire, Ça me repousse pas du tout, j'en fais partie. Ah non. Oh, alors les artistes qui disent moi le marché de l'art, même parmi mes étudiantes et mes étudiants, ceux qui crient le plus fort, l'institution, le marché de l'art, dès qu'ils ont leur diplôme, ils font la queue pour vite être intégrés dans les institutions et vendre leurs pièces. Non, il faut arrêter avec le cinéma. C'est comme les galeries qui se rêvent dans leur communication comme des centres d'art à but non lucratif. Non, le lucre, n'est-ce pas? Voilà, faut pas déconner. Donc, voilà. Alors, on l'a évoqué rapidement. Rachida Dati, la ministre de la Culture, a fait une annonce en début de semaine sur la fermeture de certaines écoles d'art. Elle ne les a pas nommées. Il n'y a rien pour l'instant qui est fait. Elle y réfléchit, mais c'est quand même de l'ordre de l'annonce. Voilà. C'est une catastrophe. Rachida Dati, un de ces éléments de communication, qui est peut-être d'ailleurs réel, je veux dire, mais c'est un élément de communication, c'est l'art pour tous. Les écoles qui vont pas très bien, généralement, ce sont des écoles qui sont dans les régions. L'art pour tous, les gens qui habitent, je sais pas, à Quimper ou à Rennes ou à Avignon, ils vont pas venir faire leurs études à Paris. Faut pas délirer. Et puis, du point de vue de la politique, la France est connue à l'étranger pour sa culture et sa bouffe. Alors il faut arrêter d'investir dans l'armement et l'automobile. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement con. Con, c'est même pas le mot. Je ne comprends pas. Voilà. À force de se tirer des balles dans le pied, on n'a plus de pied, quoi. Comment on fait? C'est pas possible. Moi, souvent, quand j'ai le temps, je vais faire des conférences ou des visites d'ateliers dans les beaux-arts de province. Moi, je viens de province. Voilà. Je suis niçois. Je suis un niçois qui habite à Paris. Je ne suis pas un Parisien. Comme beaucoup de Parisiens, je ne suis pas parisien. Et je vois ces écoles et je vois leurs efforts et je vois aussi qu'elles sont pleines d'étudiantes et d'étudiants qui sont super valeureux, qui en veulent, qui se débrouillent vraiment très bien avec peu de moyens, parce qu'il y a des grandes écoles nationales comme les Beaux-Arts de Paris, etc. qui ont mais il y a des petites écoles qui fonctionnent avec vraiment des bouts de ficelle et qui arrivent à fonctionner. Et les étudiantes et les étudiants arrivent à fonctionner et le corps enseignant arrive à fonctionner. Pas au mieux, évidemment. Mais ces gens-là, il faut les aider. Qu'est-ce que vous allez mettre sur le carreau des équipes entières d'enseignants et de gens des administrations et des étudiants qui vont alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas les moyens, moi, en habitant, j'ai pas Bourges et encore Bourges, c'est près de Paris à la limite, mais j'habite à Avignon, j'ai pas d'école d'art, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de m'exporter, de demander à mes parents d'essayer de me trouver un studio que je vais payer en ayant 2 boulots en plus de mes études que je ferai à moitié parce que j'aurai 2 boulots. Ça n'est pas possible. C'est criminel. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener, à travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. La voix de Michel Foucault dans l'émission Heure de culture française en 1966. Et c'est aussi votre année de naissance, Jean-Luc Vernat. Je l'ai vérifié en vous demandant quand même, au cas où.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Foucault dans cette conférence sur le corps utopique quand il dit que le corps est le contraire d'une utopie, c'est-à-dire le lieu dans lequel on est obligé de croupir, d'être enfermé, alors même que à travers la pratique du dessin, mais aussi du chant, de la danse et la manière en fait dont vous avez tatoué votre corps, dont vous avez aussi joué sur votre corps, et peut-être ça le contraire de la topie, ça devient une utopie à ce moment-là, le corps. C'est moitié-moitié. En fait, Foucault, qui est magnifique, sa parole est toujours magnifique, il faut tout le temps y revenir parce que c'est tellement riche. C'était un intellectuel, il avait avec son corps une sexualité, mais c'était un intellectuel. Moi, je ne suis pas un intellectuel et je fais de la scène, donc je ne croupis pas. Je m'approprie les restes. En fait, c'est comme si j'étais forcé de faire un gratin tous les jours avec les restes. C'est le truc. Je suis vieux maintenant. Pour beaucoup, je suis très vieux. Je suis un peu vieux. Voilà, j'ai 58 ans. C'est un privilège par rapport aux gens qui n'ont pas pu vieillir. Quand je vois les gens qui sont dégoûtés par la vieillesse, je leur souhaite bien du courage parce que s'ils y arrivent, ça va être difficile. D'un autre côté, moi j'ai eu la chance de naître en étant moche. Donc je ne porte pas le deuil d'une beauté passée. J'ai toujours été obligé de m'accommoder avec différentes sauces. Voilà. Maintenant, avec les années, avec la fatigue, avec le poids qui vient, qui va, avec voilà tout ça. En fait, c'est comme si mon instrument, il variait. Donc, je dis pas les mêmes choses tout le temps avec le même instrument. J'ai eu la chance de danser pendant 17 ans pour Gisèle Vienne. J'ajoute pour la grande Gisèle Vienne. 17 ans, le corps change énormément. Et refaire les mêmes, entre guillemets, gestes avec un corps qui n'est pas le même instrument, ça dit des choses. La pièce change, la pièce varie. C'est comme cette pièce magnifique qui s'appelle Maybe ça y est, où il y a des Maggie Marin, où il y a des danseurs qui deviennent vieux et qui se mélangent à des nouveaux danseurs qui sont plus jeunes, et les danseurs vivent cette pièce et vivent à travers la pièce et la pièce vit à travers eux. Maggie Marin a dit d'ailleurs une chose merveilleuse, et elle a fait des trucs sublimes. De toute façon, c'est une grande dame. Il y a une grande violence à ne montrer que des corps triomphants. Voilà. Sur scène, dans les photos. Moi, là, je suis en train de préparer un ouvrage sur mes polaroïdes nus en tant que automodèle qui reprend des photos de l'histoire de l'art et du rock'n'roll. Et en fait, c'est des photos que je refais d'autres polaroïdes 20 ans ou 30 ans après, en miroir. Ça ne dit pas les mêmes choses. Ça dit beaucoup de choses de mon corps, mais ça dit aussi beaucoup de choses du corps des gens qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. On vieillit tous en même temps. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est comme des fleurs. On fane tous en même temps. On commence à vieillir à partir de la naissance. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas peur et que je parle souvent de la mort. Et j'en parle d'une façon assez joyeuse et assez familière. Parce que c'est tout le sel de la vie. Ça sert à rien d'avoir peur. On y passe tous. Ces rêves de... Voilà, alors je sais bien qu'il y a une artiste française qui fait des pétitions contre la mort, c'est sans doute assez poétique, mais... C'est une provocation. Ah, je sais pas si c'est pas plutôt l'expression d'une peur profonde. Il faudra que je lui demande. C'est qui ? Madame de Saint-Orlan, tout en majuscule. Oui. Est-ce que votre pratique du dessin a évolué comme votre corps a évolué ? Est-ce qu'on peut dire vous détestez d'être enfermé sous une étiquette, dans une identité, mais comment vous pourriez définir vos dessins ? Il y a des clowns tristes, il y a des vierges, il y a des étoiles. Il y a des animaux, il y a des objets, il y a des paysages. Alors vraiment, il y a 1000 trucs. Il y a 1000 sujets. Moi, je vois là, j'ai sous les yeux le P du héron. Oui, j'aime beaucoup parler du P et des excréments. Ah oui, voilà, ça m'intéresse aussi. Ah, mais j'aime bien parler des choses qui sont gênantes et qui sont naturelles. Il y a une grande, depuis Rabelais, il y a une grande tradition française de parler des excréments et des déjections, etc.
Et puis c'est quelque chose que l'hygiénisme américano-moderne nous a voilà, le politiquement correct fait que... Retire. Voilà, alors que c'est tellement drôle. Et puis c'est ce qui nous lie aussi. Mais s'il n'y avait pas l'hygiénisme, ce serait pas aussi drôle d'ailleurs. On a besoin du puritanisme et de l'hygiénisme pour ça. On a besoin du puritanisme et de l'hygiénisme à condition que ça ne devienne pas des dogmes d'interdiction et de censure. Et on est quand même dans une période où il faut quand même faire gaffe parce qu'on est quand même sur un flicage et un auto-flicage et des censures et des autocensures. C'est très compliqué en ce moment. Moi, je ne me censure pas. Mais par exemple, si je me censure en fait, figurez-vous. Ah bah alors sur quoi ? Le fait de représenter des corps racisés. J'ai toujours représenté des blancs, des jaunes, des noirs, des extraterrestres, des fantômes, etc. Et puis, j'ai, sur les réseaux sociaux, ce fameux grand tribunal, on m'a dit, oui, en tant que, comme blanc de plus de 40 ans, enfin, voilà. Moi, je ne suis pas hétérosexuel, mais je fais quand même partie des méchants. Oui, vous objectivez le corps noir comme machin désir. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit, s'il y a des gens assez cons pour imaginer ça, alors que ça disait pas du tout des trucs sur le désir ou sur une sorte de enfin, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment, mais très loin. Mais même dans l'impensé que je pourrais en avoir, c'était pas là. Voilà. Donc il y a ça. Il y a la représentation du corps des femmes qui est très difficile. Parce que même si je ne suis pas un homme désirant du corps des femmes, le fait de les objectiver comme corps possiblement désirables... le male gaze. Le male gaze, de faire partie, voilà, de cette chose, je fais gaffe. Alors qu'est-ce qui me reste ? Les hommes blancs. Mais moi, je veux pas être un artiste gay. Donc... J'ai fait beaucoup d'animaux et de paysages. Vous avez dû vous rabattre là-dessus ? Vous l'avez fait comme un sacrifice Non, ça m'a intéressé de le faire à un certain moment. Mais maintenant, j'y pense. Voilà, j'y pense. Alors, c'est pas de l'autocensure, je continuerai à faire des nus féminins, parce que je fais des nus... Les gens sont nus pour moi. Voilà, les animaux sont nus, les arbres sont nus, les hommes sont nus, on est tous nus. Enfin, voilà, le vêtement m'intéresse assez rarement en dessin. Ou en danse, puisque quand j'ai fait ma pièce de danse il y a 6 ans, ma première pièce en tant que chorégraphe, les gens étaient nus puisque je parlais du corps académique. Donc, bon, bref. Donc, je continue à m'y intéresser, mais je sais que c'est un sujet très épineux à travers la lecture de plusieurs tribunaux. Voilà, les gens qui ont eu leur diplôme de sociologie sur Instagram, Mais vous pourriez en avoir rien à faire et vous dire que l'art est le seul endroit où vous êtes totalement libre. Je ne veux pas provoquer des traumatismes réels ou des souffrances réelles. Alors, il y a beaucoup de flancs. Genre, trigger warning, mon Dieu, non, ça, c'est de la merde. Mais il y a des gens qui peuvent finalement être vraiment blessés. Et ça, c'était dans l'impensé chez moi. Des gens qui puissent être vraiment choqués. Jamais j'aurais pu imaginer choquer. Je sais que je choque des gens dans la rue quand ils voient ma gueule parce que... Vous avez le visage tatoué. Oui, j'ai le visage tatoué, je suis maquillé, voilà. Donc, bon, voilà. En même temps, en 2024 et à Paris, c'est quand même un peu décevant aussi. Grande capitale internationale. Bon, Nice-Paris, pareil, réel. Donc, voilà. Ça, voilà. Ou mon mari, qui est un grand barbu, plein de bijoux et de fourrures. Pareil, on est monstrueux. Et on est monstrueux pour toutes les communautés. Ça, je peux le dire. Donc oui, des gens qui... Après, il y a des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être choqués pour se définir. Alors moi, ça me fait chier, mais ils existent, ces gens. Donc je les prends en compte d'une façon un peu... C'est très généreux de ma part. Mais quelle est la différence entre vous qui avez besoin des lois de l'académisme ou du puritanisme et de l'hygiénisme pour le transgresser et ces paroles-là qui disent vous faites quelque chose, je veux le transgresser aussi, je ne veux plus voir ça. Parce que... C'était aussi une forme de provocation, d'indignation dans les deux cas. Oui, mais moi, je fais des choses qui... Mes provocations sont toujours infusées dans des choses... plutôt belle, plutôt élégante. C'est jamais frontal et littéral.
C'est pas, voilà... Jean-Luc Vernat, punk, machin. Non, pas du tout. Déjà, je suis pas punk, je suis post-punk, plutôt gothique, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'était un truc de communication, des gens qui m'ont... Voilà. Et puis ça a été dans ma vie une période très très courte en plus. Donc, mais on s'attend. C'est comme les gens qui voient ma tête et qui s'attendent à ce que je sois sataniste et que je fasse des feux, voilà. Des sacrifices d'animaux. Oui. Voilà. Si vous saviez comme c'est dur pour moi d'avoir trouvé un appartement à Paris, tout en étant quand même fonctionnaire d'État, uniquement parce que je rentrais et que les gens me voyaient et qui disaient non, ils se poussaient du coude, genre. Pas lui. Pas ça. C'est tout le paradoxe aussi, en fait, de la manière dont vous vous présentez comme un artiste total. C'est-à-dire qu'il y a aussi investi son corps. C'est-à-dire que ça a été à un moment donné, et ça l'est encore, vous le dites, très difficile à la fois, enfin, c'est anticonformiste, et en même temps, ce genre de rébellion par le tatouage, par le maquillage, par le fait de chanter, le fait de pas forcément se genrer et tout, est maintenant devenu assez commun. Oui, c'est plus du tout une rébellion. Le tatouage, j'ai commencé à me tatouer quand on voulait être différent des autres. Maintenant, on se tatoue pour être comme les autres. Donc, le tatouage, à la limite sur le visage. Est-ce que vous êtes devenu un peu banal? Mais pour moi, totalement. Mais j'adore me promener dans des grandes capitales comme Berlin ou Amsterdam ou je sais pas, ou New York, enfin, ou Manhattan, où les gens. Mais c'est les grandes vacances pour moi. C'est les grandes vacances pour moi. Et du coup, je me promène à nouveau. Voilà. Non. Puis les gens qui croient que je fais tout ça pour les autres aussi, je fais ça pour moi. Donc les gens, s'ils pouvaient être aussi myopes que moi et ne pas me voir et que je reste comme eux restent dans un brouillard définitif, ce serait la belle vie. Un petit peu comme vos dessins où il y a des bruits. Mes dessins sont aussi myopes que moi. You're insignificant. Beware the cunt hunt. Ha! Look how these hoes sing. The one in black tights. Hear the threatening bait that come from behind. Hear the cold beat, hear the heartbeat, feel the lethal beat, it's my heartbeat. C'est vous qui chantez Jean-Luc Vernat avec votre groupe L'Apologize, ça s'appelle Cunt Hunt. Oui, I Apologize, et on fait un concert gratuit au Petit Bain le 16 avril avec Sarah Maison en première partie, grâce à Emmaüs Solidarité, le Transfo, chez qui d'ailleurs je fais une expo en ce moment. Décidément, trop d'actu. Trop d'actu, tu l'actu. Pourquoi vous chantez comme ça? Je chante parce que quand on chante, on est nu. Voilà. Quand on chante, on est nu. Quand on chante, que ce soit mes paroles à moi ou les paroles des autres, puisque je fais aussi... Voilà, je reprends Susie and the Banshees, je reprends Barbara. Là, j'ai un spectacle qui tourne là avec Jonathan Capdevielle et Julien Bien-Aimé. Je reprends Barbara, Léo Ferré, Judy Garland, enfin des choses qu'on n'attend pas de moi. De me mettre dans leur corps, de me mettre dans leur respiration et d'être à nu. Mais c'est ça qui est paradoxal. Comment on peut être à nu en interprétant d'autres personnages, en jouant tant sur le maquillage, sur l'artifice, sur la scène. La voix est nue. La voix est nue. Le souffle, la voix, la petite bulle de salive, le poumon qui se fatigue, la bout de souffle, la perte de contrôle. C'est ce que vous recherchez? C'est ce que j'accepte et que j'intègre. Ouais. Et vous n'avez pas le trac juste avant, de vivre toutes ces émotions? C'est énorme, ça me rend malade. Bien sûr, ça me rend malade. Je vous passerai les détails intestinaux. Vous y retournez quand même?
Je suis obligé. Et puis les applaudissements, c'est une drogue dure. Et puis aussi, ce qu'il y a de bien par rapport à l'art contemporain, c'est que le couperet tombe à la fin. C'est-à-dire que les gens applaudissent mollement, on n'a pas été bon. On a 4 rappels, on a été bon. Et on ne triche pas. Au théâtre, c'est pareil. Là, bientôt, je suis dans une pièce de Curotanino, là, au théâtre de Gennevilliers. Ce sera, voilà, ça va être important dans ma vie parce que, voilà, on triche pas. On triche pas, on ne peut pas tricher. Même s'il y a tous les artifices. Donc finalement, c'est presque plus le chant ou la scène, en fait, où vous êtes vous-même, véritablement. Non, je suis moi avec tout ça. Si on m'enlève un truc, je suis moi. Parce que le dessin, par exemple, parfois c'est plus difficile d'approcher un dessin, surtout que, comme vous l'avez dit, les dessins, il y a une forme d'intimité, mais il y a aussi plusieurs couches. Il faut du dévoilement, il faut du temps, il faut essayer de se mettre dans la peau parfois de l'artiste pour essayer de comprendre. Je m'en remets d'une façon peut-être un peu pleine d'illusions et d'espoir dans le temps, l'intelligence et la sensibilité de la regardeuse ou du regardeur. Il y a des gens qui passent devant mes dessins et qui voient une image. Bon, ok. Puis il y a des gens qui arrivent à avoir une déflagration intime qui dure. Et ils les prennent et ils les mettent chez eux et ça vit pendant des années avec eux et ils m'en parlent. Ça, c'est très important. Je fais partie de leur vie comme ça et ça continue de correspondre. On revient à un art de vivre, en fait, l'art avec lequel on vit et qui nous accompagne. Ce truc de Gesamtkunstwerk, d'art total, c'est exactement ça. C'est tout est ensemble. Mon mari, je l'ai bien trouvé, on vit dans un décor, on joue notre propre rôle. Vous connaissez la série anglaise Vicious ? Non. Voilà, vous verrez. J'irai regarder. Voilà, c'est sublime, Ian McKellen, etc. C'est du grand art anglais. Voilà, on vit... Cette fiction est tellement réelle qu'elle nous permet de supporter le réel. Mais je pense que tout le monde fait ça avec ses moyens. Merci beaucoup, Jean-Luc Vernat. Merci à vous. Pour découvrir vos œuvres, on peut aller donc au Carreau du Temple à Paris. C'est la 17e édition du Drawing Now Art Fair. C'est jusqu'au 24 mars. On peut aller au Macval pour l'exposition Porter notre part de la nuit. C'est jusqu'au 22 septembre. On peut aller au Centre Pompidou-Metz pour l'exposition Lacan, quand l'art rencontre la psychanalyse. C'est jusqu'au 27 mai. Entre autres actus, on pourra en mettre certaines sur notre site. Et pour terminer, je vous propose, Jean-Luc Vernat, un dilemme musical. Vous avez le choix entre 2 artistes, soit Siouxsie and the Banshees, soit Diamanda Galás. Vous choisissez qui? Siouxsie and the Banshees, j'ai oublié. Bad word or bad deed unpunished in life's brief is wrong. Hate and bloody oaths. Reaching from dark cupboard crouching. Merci beaucoup à vous, Jean-Luc Vernat. C'était Siouxsie and the Banshees. Roed and Bloody Bones. Vous nous avez dit que c'était la musique de la pub du marque de glace. Carte d'or. Dans les années 90. Bon, allez, vous l'avez dit. Un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés par Aïssatou Endoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Louise André. Prise de son Florent Bujon. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. À demain, Nicolas. À demain.